se font quand même, d'une certaine manière. C'est ce qui amène certains acteurs à manifester de manière extrêmement forte lors des accords, y compris par des actes de désobéissance civile, ce qui me semble être encore une action qui est, je dirais, de nature à questionner le système pour qu'il voit s'il examine ses conditions de réforme. Mais il y a clairement un déficit démocratique dans nos systèmes, dans la mesure où, si vous voulez, il semble que certaines mécaniques semblent échapper aux citoyens. Et je dirais que ça, c'est un constat que nous faisons dans certains projets de recherche que nous avons, notamment le projet TrustNet, qui concerne justement la coordination des activités à risque. C'est un sentiment émergent de désillusion vis-à-vis de la démocratie, de perte de contrôle. Et toute la question, c'est d'essayer de retrouver les voies d'une transformation du système de telle façon à ce qu'on puisse introduire des éléments de régulation. Par exemple, je travaille depuis une petite quinzaine d'années sur les questions accidentelles nucléaires et j'ai contribué, par mon action de chercheur, à développer l'information sur la situation post-accidentelle de Tchernobyl. J'ai travaillé d'abord dans des études pour évaluer cette situation que j'ai publiée et par la suite, je me suis engagé avec des acteurs, disons, de ces territoires dans des actions pour les aider à reprendre le contrôle de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Et notamment à se réapproprier tous les éléments d'interprétation scientifique et technique de cette situation qui sont essentiels pour essayer de s'orienter dans une situation post-accidentelle. Donc voilà, donc ma position, elle n'est ni pour ni contre, elle est de créer les conditions d'un débat démocratique sur ces questions. C'était au moment où le mouvement Sauvons la Recherche a organisé ses états généraux qui, comme de bien entendu, ont eu lieu à Grenoble avec les encouragements de nos élus. Un certain nombre de personnes de toute la France et même au-delà ont décidé d'organiser un contre-événement pour dire aux scientifiques que non, tous les citoyens n'étaient pas pour la suprématie des technosciences comme ils semblaient le penser. En fait, la question qu'on n'a pas cessé de leur poser, c'est des crédits pour la recherche, mais pourquoi faire ? Quelle recherche ? Pourquoi vous voulez notre argent ? C'est pour faire Minatech, c'est pour faire une nanotechnologie. Vous avez déjà plein d'argent. Voilà, alors ça a été une confrontation plus physique là que d'habitude parce que les scientifiques ont très mal pris cette intervention. Ce qui revient le plus souvent, enfin qui revenait, mais ça continue quand même, c'est les termes d'obscurantistes. Comme si tout ce qu'on disait, c'était pas au nom de la raison. Alors qu'on s'échine à faire un boulot plus que rationnel et scientifique qui consiste à faire le lien entre les causes et les conséquences des choses. Bon, de toute façon, une fois qu'on a dit obscurantiste, le débat il est terminé, quoi. Le vrai débat sur Minatech, s'il avait dû avoir lieu, c'était quand on préparait Minatech, c'était entre 1998 et 2000. C'était l'époque où on complotait Minatech, qu'il fallait discuter et débattre ouvertement. Maintenant, ça n'a plus guère d'importance. Maintenant, on peut débattre de pourquoi on n'a pas fait le débat. Ou bien, peut-être qu'on pourrait débattre sur faut-il vraiment faire le sillon alpin, hein. Maintenant, ils sont en train de préparer une continuité urbaine, c'est-à-dire une conurbation, une méga ville industrielle, mais industrielle moderne bien sûr, hein, entre Genève, Grenoble, Valence, ou Genève, Grenoble, Lyon. Enfin, ce sera une fourche, quoi. Et ça, on ne demande pas notre avis là-dessus. Ils le font, ça se prépare au niveau des conseils généraux. C'est déjà la 3e année qu'ils ont des réunions à ce sujet. Et nous, on ne nous en parle pas, on ne nous demande pas notre avis, on n'aura pas à voter là-dessus. Et c'est ça qui va construire la région pour les 50 ans à venir. Nous, on est des simples citoyens. Je précise bien que par citoyen, j'entends habitant de la cité, sociétaire de la société, et non pas sujet de l'État. On a fait des compilations raisonnées. On peut dire qu'on a fait du bricolage, du glanage, ou on peut dire qu'on a fait des compilations raisonnées. Et c'est pas très compliqué, n'importe qui peut le faire. C'est-à-dire, contrairement à tous les gens qui disent on est impuissant, on peut rien, on dit c'est faux, on peut quelque chose. On peut pas tout, mais on peut savoir. On peut pas tout savoir, mais on peut savoir certaines choses. Bon, et si nous on peut savoir, on peut les faire savoir. Et si vous en faites autant, l'ambiance change dans cette ville. Bon, c'est ça qu'on a tenté de faire.
ne s'agit pas d'une mécanique, il s'agit d'un ensemble assez complexe de mécaniques que nous avons nous-mêmes créées, à la fois des mécaniques technologiques, des mécaniques scientifiques, des mécaniques institutionnelles. Une fois que ces mécaniques ont été mises en route, elles acquièrent une autonomie et plus personne ne peut les enrayer, pas plus qu'on ne peut enrayer la dérive des continents. Ce sont des forces gigantesques qui sont mises en œuvre et nous n'avons pas encore trouvé le moyen, et je ne pense pas qu'il existe, le moyen de les enrayer. Donc c'est un peu ça la tragédie humaine, hein, si j'ose dire. Son intelligence sert à mettre en route des mécaniques supra-intelligentes qui bientôt pourront se passer de l'intelligence humaine. Comment expliquer cela ? L'homme et la nature telle qu'elle apparaît autour de nous, ce sont les vestiges d'un immense foisonnement de l'évolution où les cadavres sont beaucoup plus nombreux que les vivants. Donc, bien sûr, énormément de choses disparaissent, mais il se trouve que nous avons aussi donné naissance à cette espèce nouvelle, finalement, à la fois artificielle, parce qu'elle est née de notre main, et en même temps naturelle, parce qu'elle poursuit maintenant son existence, son développement de manière autonome. Nous nous adaptons en développant des stratégies antalgiques, d'anesthésie, de manière à limiter, dans toute la mesure du possible, les souffrances individuelles créées par cette évolution. Et d'où le rôle des médias, le rôle de la télévision, le rôle des arts en général, le rôle des matchs de foot, des Jeux Olympiques, etc. Tout ce qui permet de détourner l'attention de l'individu, de la contemplation de ce destin pas très réjouissant de son point de vue étroitement individuel. Le développement durable, c'est une illusion que nous créons parce que nous voulons croire à la possibilité de subsister à nos œuvres et de subsister, d'être heureux dans nos œuvres, d'être à l'aise, d'être prospère. Nous voulons croire à ces belles idées que nous avons créées, mais en réalité, c'est une idée qui a la fonction de toutes les autres idées que l'homme a développées, une fonction anesthésiante pour nous permettre à certains d'entre nous d'oublier la réalité de notre condition. C'est pas du tout mon propos, c'est pas du tout comme ça, c'est pas ma posture de me mettre sur un tonneau et de me mettre à prêcher, à alerter les gens. Ce sont des évolutions et il faut en prendre conscience soudainement. Elles sont là, il n'y a rien à alerter parce que quelle que soit la portée de ma voix, je ne l'interromprai pas. Ça, c'est une posture que j'avais quand j'ai commencé à réfléchir à ces questions, quand j'ai publié Reproduction interdite en parlant des dérives possibles du clonage, par exemple, où je croyais encore à la vertu de la parole pour tenter d'enrayer des évolutions que je prévoyais, des évolutions fâcheuses que je croyais qu'on pouvait arrêter la dérive des continents. Mais depuis, j'ai bien pris conscience que les forces en jeu dépassent de loin la portée et l'efficacité des volontés individuelles, même regroupées en associations, en forums mondiaux et autres. Le forum, les altermondialistes n'arrêteront pas la dérive des continents, quelle que soit
leur bonne volonté, quel que soit leur talent, l'intelligence qu'ils déploient, ils ne l'arrêteront pas.